Alors qu'elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de bijoux de luxe, la femme est restée figée en reconnaissant le client millionnaire. C'était son mari mort depuis 9 ans. Elle s'est approchée et, le matin du mardi 15 octobre, s'annonçait comme tous les autres dans la vie ordonnée de Claire Valois. À 35 ans, elle avait appris à trouver une certaine paix dans la routine, cette armure invisible qui la protégeait des souvenirs trop douloureux. Ses pas résonnaient doucement sur le parquet ciré de la bijouterie impériale, cette élégante boutique lyonnaise où elle travaillait depuis 2 ans maintenant. « Bonjour, ma belle », lança Monsieur Dubois, le propriétaire, en ajustant ses lunettes dorées. « Tu es en avance aujourd'hui. » Claire sourit timidement. Elle aimait ces moments de solitude matinale, quand la lumière dorée du soleil caressait les vitrines et faisait danser 1000 étoiles sur les bijoux exposés. C'était son petit théâtre secret. Loin du chaos de sa vie de mère célibataire, « J'ai pensé commencer par nettoyer la vitrine des colliers, » répondit-elle en nouant son tablier. « Celui avec les diamants roses mérite un éclairage parfait. » Solange, sa voisine et amie, arrivait toujours 1 heure plus tard pour faire le ménage. C'était d'ailleurs grâce à elle que Claire avait décroché ce poste. Après des années à enchaîner les emplois de femme de ménage, travailler dans cette bijouterie représentait une vraie promotion sociale. Enfin, elle pouvait regarder sa fille Isor dans les yeux sans avoir honte de son travail. Isor, sa petite merveille de 14 ans qui grandissait si vite. Trop vite parfois. Claire repensa à leur petit déjeuner ce matin-là. Sa fille avait encore parlé de son père, comme souvent ces derniers temps. « Maman, tu crois qu'il nous voit d'en haut ?» avait-elle demandé en trempant ses tartines dans son chocolat chaud. 7 ans. Cela faisait 7 ans que Marc était parti. 7 longues années à élever seul cet enfant extraordinaire qui lui ressemblait tant. Les premiers temps avaient été un enfer. Les factures qui s'accumulaient, les nuits blanches, cette douleur sourde qui ne la quittait jamais. Mais petit à petit, elles avaient retrouvé leur équilibre, leur petite famille de 2. Claire saisit délicatement le collier de diamants rares, celui qui valait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Ses doigts fins, habitués aux gestes précis, le manipulaient avec un respect presque religieux. Chaque pierre semblait capturer la lumière et la transformer en promesse d'éternité. « Marc, tu me manques encore », murmura-t-elle comme elle le faisait parfois, quand elle était seule. « Notre petite grandit bien. Tu sais, elle a tes yeux, ton sourire espiègle, et cette façon qu'elle a de pencher la tête quand elle réfléchit, exactement comme toi. » Le carillon de la porte d'entrée la fit sursauter. Il était encore tôt pour recevoir des clients. Mais à Lyon, les gens fortunés avaient leurs habitudes particulières. Elle leva les yeux et son monde bascula. L'homme qui venait d'entrer était grand, élégant, vêtu d'un costume sur mesure qui respirait l'argent et le pouvoir. Ses cheveux, légèrement plus courts qu'autrefois, étaient mortes et parfaitement coiffés. Sa démarche trahissait une assurance nouvelle, une autorité qu'elle ne lui connaissait pas. Mais ce visage, mon Dieu, ce visage, le collier lui échappa des mains et tomba sur le comptoir dans un tintement cristallin. « Marc !» Le mot sortit de sa gorge comme un souffle. À peine audible, l'homme se tourna vers elle avec une expression polie mais distante. Ses yeux bleus qu'elle avait tant aimés, dans lesquels elle avait lu tant de promesses, la regardaient comme s'il voyait une parfaite inconnue. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il d'une voix ferme, légèrement différente mais terriblement familière. « Je m'appelle Guillaume Delattre. J'aimerais voir votre collection de bagues de fiançailles. » Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agrippa au comptoir, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il allait l'entendre. Guillaume Delattre, ce nom lui disait quelque chose. Elle l'avait lu dans les journaux économiques. Un magnate de la finance, propriétaire de plusieurs entreprises. Je, balbutia-t-elle, incapable de former une phrase cohérente. « Quelque chose ne va pas », demanda l'homme. Marc, c'était Marc, elle en était certaine, en fronçant légèrement les sourcils. « Non, tout va bien », mentit-elle en essayant de retrouver sa contenance. « Bague de fiançailles, bien sûr, pour une occasion spéciale. Mon mariage, en effet, ma fiancée et moi souhaitons quelque chose d'exceptionnel. » Il parlait avec cette assurance tranquille des gens habitués à être obéis, à voir leurs désirs immédiatement exaucés. Le mot « fiancé » la frappa comme une gifle. Marc était mort dans cet accident de voiture il y a 7 ans. Elle l'avait pleuré,
Elle avait organisé ses funérailles, elle avait porté le deuil pendant 2 ans, et voilà qu'il se tenait devant elle, vivant, respirant, et parlant de se marier avec une autre, Madame. La voix de Guillaume, non, de Marc, la ramena brutalement au présent. Pardonnez-moi, laissez-moi vous montrer nos plus belles pièces. Ses mains tremblaient en ouvrant la vitrine des bagues les plus précieuses. Elle sentait son regard sur elle, ce regard qu'elle avait tant aimé et qui maintenant la traversait sans la voir vraiment. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il être là, devant elle, et ne pas la reconnaître? Cette bague avec le saphir bleu, dit-il en désignant une création particulièrement raffinée. Elle me plaît, le bleu rappelle les yeux de ma fiancée. Claire faillit éclater en sanglots. Marc lui avait souvent dit que ses yeux étaient 2 comme des saphirs. Était-ce un signe, un souvenir enfoui qui remontait à la surface? Monsieur, de Lattre, prononça-t-elle lentement, testant sa réaction. Puis-je vous demander, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant? Il la regarda avec attention pour la première fois, plongeant son regard dans le sien. L'espace d'un instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux, une lueur de reconnaissance, peut-être. Mais cela passa si vite qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. Non, mademoiselle, j'en suis certain, j'ai une excellente mémoire pour les visages. Sa voix était ferme, sans la moindre hésitation. Madame, corrigea-t-elle doucement, je suis Madame Valois. Mes excuses, Madame Valois. Donc, pour cette bague, la conversation continua, professionnelle et distante. Guillaume de Lattre choisit finalement la bague au saphir, paillassant regardait le prix et repartit comme il était venu, laissant Claire dans un état de choc total. Quand Solange arriva 1 heure plus tard avec son seau et ses chiffons, elle trouva Claire assise derrière le comptoir, fixant le vide d'un regard hagard. « Ma pauvre chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blanche comme un linge. »« Solange, » murmura Claire d'une voix brisée. « J'ai vu un fantôme ce matin. Marc est vivant. » Sa voisine fronça les sourcils, posant une main réconfortante sur son épaule. « Claire, ma belle, tu travailles trop, le stress, le manque de sommeil. Ton esprit te joue des tours. » Non, Claire se leva brusquement. Il était là, devant moi. Il s'appelle Guillaume de Lattre maintenant. Mais c'est lui, j'en suis sûre, ses yeux. Sa façon de bouger les mains quand il parle, cette petite cicatrice au coin de la lèvre. Solange la regarda avec inquiétude. Claire savait qu'elle passait pour folle, mais elle ne pouvait pas se taire, pas après ce qu'elle venait de vivre ce soir-là. En rentrant chez elle, Claire observa sa fille qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Isor avait vraiment les yeux de son père, ce même bleu profond et intelligent. Comment allait-elle lui expliquer ce qui s'était passé? Comment lui dire que l'homme qu'elle pleurait depuis 7 ans était peut-être vivant, mais ne se souvenait plus de leur existence? « Maman, ça va ?» demanda Isor en levant la tête de ses cahiers. « Tu as l'air bizarre. » Claire s'approcha de sa fille et caressa ses cheveux châtains. « Je t'aime, ma chérie. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. » Cette nuit-là, Claire ne ferma pas l'œil. Elle savait que sa vie venait de basculer une fois de plus. Quelque part dans Lyon, l'homme qu'elle avait aimé plus que tout préparait son mariage avec une autre, sans avoir la moindre idée de l'existence de Claire et Isor. Mais elle ne renoncerait pas. Elle découvrirait la vérité, quoi qu'il lui en coûte. Les jours suivants passèrent dans un brouillard étrange pour Claire. Elle accomplissait ses tâches à la bijouterie de manière automatique, mais son esprit était ailleurs. Obsédée par cette rencontre impossible, chaque fois que le carillon de la porte retentissait, son cœur s'emballait, espérant et redoutant à la fois de revoir Guillaume de Lattre. « Tu es sûre que ça va ?» demanda Solange pour la 10e fois en 1 semaine. En passant sa serpillière près du comptoir où Claire rangeait machinalement les mêmes bijoux. « Oui, oui », mentit Claire. Mais ses mains tremblaient légèrement en manipulant un bracelet en or blanc. Le soir, elle rentrait chez elle dans leur petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, observant Isor avec une attention nouvelle. Chaque geste de sa fille, chaque expression lui rappelait Marc avec une acuité douloureuse. Comment avait-elle pu vivre sans remarquer à quel point les ressemblances étaient frappantes? « Maman, tu me regardes bizarrement depuis quelques jours », fit remarquer Isor ce mercredi soir, en levant les yeux de son livre d'histoire. Il s'est passé quelque chose. Claire s'assit à côté de sa fille sur le canapé défraîchi qu'elles avaient acheté d'occasion 3 ans plus tôt. Comment expliquer l'inexplicable à une adolescente de 14 ans? « Dis-moi, ma chérie, tu penses souvent à ton papa ?»
Isor ferma son livre et se blottit contre sa mère. Tout le temps, enfin presque. Surtout quand je vois des pères avec leurs filles au collège, ou quand je regarde. Elle s'interrompit, comme si elle allait dire quelque chose d'important. Quand tu regardes quoi? Ben, les vieilles vidéos qu'on a gardées, tu sais, celles dans la boîte en carton sur ton armoire. Claire sentit son cœur s'accélérer. Tu regardes ces vidéos, depuis quand? De temps en temps, quand tu travailles tard? Isor rougit légèrement. Je sais que ça te rend triste, alors je ne t'en parle pas, mais j'aime bien entendre sa voix, voir comment il souriait. Va les chercher, dit Claire impulsivement. Maintenant, mais maman, tu vas pleurer. S'il te plaît, ma puce, c'est important. Isor se leva avec étonnement et revint quelques minutes plus tard, avec une vieille boîte à chaussures défoncée. À l'intérieur, soigneusement rangée, quelques cassettes vidéo et des photos jaunies témoignaient d'un bonheur révolu. Claire n'avait pas regardé ces enregistrements depuis des années, trop douloureux, mais ce soir, elle en avait besoin. Celle-là, c'est ma préférée, dit Isor en sortant une cassette marquée « Anniversaire Marc, 28 ans » de l'écriture soignée de Claire. Elles installèrent le vieux magnétoscope, vestige d'une époque plus simple. L'écran grésilla, puis l'image apparut. Marc, jeune et souriant, dans leur ancien appartement, plus petit, plus modeste que celui-ci, mais rempli d'amour. Alors, monsieur l'anniversaire, qu'est-ce que vous nous dites? Entendait-on la voix de Claire, plus jeune, plus insouciante. Marc rit aux éclats. Ce rire contagieux qui avait le don de transformer les pires journées en fêtes. Il leva son verre de vin bon marché vers la caméra. Je dis que j'ai la plus belle femme du monde et que bientôt, avec un peu de chance, on sera 3 dans cette famille. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Isor était née 6 mois plus tard, mais soudain, quelque chose la frappa. Marc faisait ce petit geste avec ses mains en parlant, cette façon de joindre le pouce et l'index quand il réfléchissait, et cette expression « avec un peu de chance ». Il disait toujours ça. C'était son tic de langage. « Maman, regarde, papa fait exactement la même chose que l'homme à la télé hier soir. » Claire se figea. « Quel homme à la télé ? Ben, ce monsieur riche, comment il s'appelle déjà ? Guillaume quelque chose ? Il était interviewé sur France 2. Même geste avec les doigts, même expression. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment. » Le sang de Claire ne fit qu'un tour. « Tu es sûre ? Absolument sûre. Oui, attends. Je peux peut-être retrouver l'interview sur Internet. » Isor se précipita sur l'ordinateur portable qu'elle partageait. Ses doigts agiles naviguèrent sur le site de France Télévisions. Voilà, Guillaume Delattre, magnat de la finance, parle de ses projets d'expansion en Europe. L'écran afficha un homme en costume sombre, assis dans un bureau luxueux. Claire s'approcha, le cœur battant. C'était bien lui. Guillaume parlait de stratégies financières avec cette assurance tranquille qu'elle ne lui connaissait pas. Mais, tu vois maman, là, quand il dit avec un peu de chance, ses investissements porteront leurs fruits, il fait exactement le même geste que papa. Claire vit ses mains joindre le pouce et l'index, exactement comme Marc dans la vidéo d'anniversaire. La même intonation sur « avec un peu de chance ». Les mêmes petites rides qui se formaient au coin de ses yeux quand il souriait. « Mon Dieu », murmura-t-elle. « Maman, tu deviens toute pâle. C'est juste une coïncidence, non ?» Claire regarda sa fille, cette enfant intelligente qui venait de confirmer ce que son cœur savait déjà. Marc était vivant. Mais comment? Et pourquoi ne se souvenait-il de rien? « Isor, ma chérie, il faut que je te raconte quelque chose d'important. Quelque chose que tu vas avoir du mal à croire. » Elle lui expliqua tout. La rencontre à la bijouterie, l'absence totale de reconnaissance, le nom différent, les fiançailles. Isor l'écouta d'abord avec scepticisme, puis avec une excitation grandissante. « Tu veux dire que papa serait vivant, qu'il aurait oublié qui il était ? Je ne sais pas comment c'est possible, mais les ressemblances sont trop nombreuses pour être des coïncidences. » Isor se mit à faire les 100 pas dans le petit salon, exactement comme Marc le faisait quand il réfléchissait intensément. « Il faut qu'on enquête. On va découvrir la vérité. Ma puce, c'est dangereux. Si quelqu'un a fait ça à ton père. Justement, on ne peut pas le laisser comme ça. » Les yeux d'Isor brillaient de détermination. « Maman, et si on allait voir où il habite ? Discrètement, bien sûr. » Claire hésita. Une partie d'elle voulait foncer,
retrouver cet homme et lui secouer les épaules jusqu'à ce qu'il se souvienne. Mais l'autre partie, la mère prudente, redoutait les conséquences. « On peut déjà chercher des informations sur Internet », proposa-t-elle finalement. Elles passèrent la soirée à éplucher tout ce qu'elles trouvaient sur Guillaume Delattre. Photos officielles, articles de presse, biographies sur les sites d'entreprise. L'homme était présenté comme un self-made man mystérieux, apparu sur la scène financière il y a environ 6 ans. Aucune mention de sa famille, de son passé avant cette date. « Regarde ça, maman », dit Isor en pointant l'écran. Il n'y a aucune photo de lui avant 2018, comme s'il n'existait pas avant. « Et regarde celle-ci », ajouta Claire en cliquant sur une photo de gala. Il porte une alliance à la main droite. Ton père avait cette habitude bizarre de mettre ses bagues à droite plutôt qu'à gauche. Plus elle cherchait, plus les détails s'accumulaient, la façon dont Guillaume tenait sa coupe de champagne, identique à celle de Marc, cette petite cicatrice près de l'oreille gauche, souvenir d'une chute à vélo dans l'enfance, même sa façon de pencher légèrement la tête à gauche quand il écoutait. « Maman », dit finalement Isor d'une voix tremblante, « je crois qu'on a retrouvé papa. » Claire serra sa fille dans ses bras, partagée entre l'espoir et l'angoisse. Si Marc était vraiment vivant, que s'était-il passé pendant ces 7 années? Qui lui avait fait ça? Et surtout, comment le ramener à eux, le lendemain matin? En se préparant pour aller travailler, Claire remarqua que Solange semblait nerveuse. Sa voisine évitait son regard et parlait moins que d'habitude. « Tout va bien, Solange ?»« Oui, très bien. Juste un peu fatiguée. » Mais Claire connaissait suffisamment son amie pour voir qu'elle mentait. Solange tripotait nerveusement son chiffon et regardait constamment vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un. « Tu es sûre? Tu peux me parler, tu sais ?»« Claire, ma belle, parfois il vaut mieux laisser les morts en paix, » dit soudain Solange. Puis elle se figea, comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Rien. Excuse-moi, je raconte n'importe quoi. » Mais le mal était fait. Pourquoi Solange parlait-elle de « laisser les morts en paix » ? Comment pouvait-elle savoir que Claire s'interrogeait sur Marc, ce soir-là, en rentrant chez elle? Claire fut prise d'un doute terrible. Et si Solange savait quelque chose qu'elle ne disait pas? Il y a 7 ans, quelque part dans les Alpes françaises, la voiture de Marc dévalait la route de montagne sous une pluie battante. Il rentrait de ce voyage d'affaires à Grenoble, pressé de retrouver Claire et leur petite Isor de 7 ans. Son téléphone vibrait sur le siège passager. Sûrement Claire qui s'inquiétait de le voir arriver si tard. « J'arrive, mon amour », murmura-t-il en souriant, ralentissant dans un virage serré. Ce furent ses derniers mots en tant que Marc Valois. Le camion qui fonça sur lui dans le brouillard n'était pas là par hasard. L'accident, si méticuleusement orchestré, ne devait laisser aucun survivant, mais les plans de Madeleine Védrine étaient ne plus sophistiqués que la simple élimination. Quand Marc reprit conscience, il flottait dans un liquide tiède, entouré de machines au bip régulier. Une femme élégante d'une 50aine d'années l'observait à travers la vitre de ce qui ressemblait à un laboratoire médical ultra privé. « Parfait », dit-elle à l'homme en blouse blanche à ses côtés. « Le patient répond bien au traitement. Combien de temps avant l'effacement complet? Encore 3 semaines, Madame Védrine. Les connexions neuronales liées à ses souvenirs personnels seront définitivement rompues. Nous pourrons alors commencer l'implantation de la nouvelle identité. » Madeleine sourit, un sourire froid comme l'acier. Elle avait attendu ce moment depuis 15 ans, 6 mois plus tôt. Guillaume Delattre senior, 82 ans, le plus riche célibataire de France, gisait sur son lit de mort. Madeleine, sa maîtresse secrète depuis 15 ans, tenait sa main ridée en murmurant des mots d'amour calculés. « Mon testament », souffla-t-il péniblement. « Dans le coffre, tout est pour toi, Madeleine. Tu as été la seule à m'aimer vraiment. » Elle avait préparé ce moment avec soin. Le faux testament était déjà rédigé, les témoins achetés, les avocats corrompus, l'empire Delattre lui reviendrait enfin. Mais Guillaume murmura quelque chose qui fit s'effondrer tous ses plans. « Marc, mon fils Marc, je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais. Quel fils ?» Madeleine se figea. Marc Valois, sa mère était si belle, j'étais jeune, stupide, je l'ai abandonnée enceinte. Les mots sortirent par bribes de sa bouche mourante. « Trouve-le, Madeleine. Donne-lui ce qui lui revient. C'est lui l'héritier légitime. » Guillaume rendit son dernier souffle en murmurant le nom de Marc Valois. Madeleine resta pétrifiée près du lit. 15 ans de manipulation, de calcul,
de soumission à ce vieil homme pour finalement découvrir qu'un héritier existait quelque part. Un homme qu'elle ne connaissait même pas, et qui allait tout recevoir. Non, jamais. Ces enquêteurs privés retrouvèrent Marc en quelques semaines. Marié, père d'une fillette, vivant modestement à Lyon. Un homme ordinaire qui n'avait aucune idée de ses origines aristocratiques. Puisque sa mère était morte sans jamais révéler l'identité du père, c'est alors que Madeleine conçut son plan diabolique, dans la clinique clandestine. Le sujet montre encore quelques résistances, rapporta le docteur Remond, spécialiste en manipulation neurologique, que Madeleine finançait secrètement depuis des années. Il appelle parfois un nom, Claire, je crois. Augmentez les doses, ordonna Madeleine. Je veux que Marc Valois disparaisse complètement. Guillaume Delattre Junior doit naître de ses cendres. Les semaines suivantes furent un cauchemar scientifique. Marc, maintenu dans un coma artificiel, subissait quotidiennement des injections de neurotoxines spécialement conçues pour détruire ses connexions mnésiques personnelles, tout en préservant ses capacités intellectuelles générales. Voyez-vous, Monsieur Delattre, expliquait le docteur à Marc lors de ses premiers réveils confus, vous avez subi un terrible traumatisme crânien. Votre mémoire mettra du temps à revenir. Nous allons vous aider à reconstruire votre identité, jour après jour. Ils lui montrèrent des photos truquées de son enfance, supposées dans la haute société, des certificats de naissance falsifiés, des témoignages d'acteurs payés qui venaient le reconnaître comme le fils de Guillaume Senior. Vous étiez en pension en Suisse, lui répétait Madeleine avec une patience infinie. C'est pour cela que vous vous sentiez si seul. Votre père vous a confié à moi quand vous aviez 20 ans. J'ai été comme une mère pour vous. Marc, qui se faisait désormais appeler Guillaume, acceptait ses explications avec la docilité d'un enfant. Les médicaments maintenaient son cerveau dans un état de malléabilité parfait. Ses véritables souvenirs n'étaient un plus que des fantômes fugaces qu'il prenait pour des rêves sans importance. 2 ans plus tard, « Guillaume, ma chérie », dit Madeleine en présentant sa fille Camille. 25 ans, brillante avocate formée à Harvard. Voici celle qui deviendra votre épouse. Camille, élevée dans le culte de l'ambition maternelle, ne posa aucune question sur les origines troubles de cet homme séduisant qui était soudain devenu son fiancé. Elle l'aimait sincèrement, attirée par sa douceur naturelle qui contrastait avec la froideur de leur milieu. Guillaume, lui, accepta ses fiançailles comme il acceptait tout ce que Madeleine décidait pour lui. Les médicaments qu'elle glissait discrètement dans son café matinal assuraient sa docilité parfaite. « Vous formez un couple magnifique », répétait-elle en les regardant. « L'empire Delattre sera entre de bonnes mains. » Ce que Camille ignorait, c'est que sa mère administrait à Guillaume un cocktail quotidien de suppresseurs de mémoire et d'anxiolytiques. Le moindre souvenir de sa vie passée qui tentait de remonter était immédiatement neutralisé par la chimie. Pendant ce temps, à Lyon, Claire organisait les funérailles de Marc avec le peu d'argent qu'elle possédait. Le corps n'avait jamais été retrouvé, officiellement emporté par les eaux tumultueuses de l'Isère, mais les autorités avaient déclaré la mort certaine après les analyses ADN sur les débris de la voiture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Madeleine avait payé des sommes considérables pour obtenir ces faux résultats. Le sang retrouvé dans l'habitacle appartenait à un cadavre de la morgue, soigneusement sélectionné pour correspondre au groupe sanguin de Marc. Isor, alors âgée de 7 ans, pleurait son papa en serrant contre elle le doudou qu'il lui avait offert pour son anniversaire. « Quand est-ce qu'il revient, maman ?»« Il ne reviendra pas, ma chérie. » Sanglotait Claire. Papa est parti au ciel, dans la mansion Védrine. Guillaume s'habituait lentement à sa nouvelle vie de privilégié. Les costumes sur mesure, les voitures de luxe, les réceptions mondaines. Madeleine avait engagé les meilleurs professeurs pour parfaire son éducation d'homme d'affaires. « Vous avez un don naturel pour la finance », lui disait-elle avec fierté. « Votre père serait si fier de vous. » Parfois, dans ses rêves, Guillaume entendait une voix de femme qui chantait une berceuse, une mélodie douce et familière qui le réveillait en sursaut, le cœur battant, mais quand il demandait à Madeleine ce que cela signifiait, elle augmentait discrètement les doses. « Ce sont des séquelles de votre accident, mon cher. Ces hallucinations auditives disparaîtront avec le temps. » Camille, elle, remarquait parfois des détails troublants. Cette façon qu'avait Guillaume de préférer le café au thé, alors que tous les Delattre étaient des amateurs de thé depuis des générations. Ses goûts musicaux, si différents de l'éducation classique qu'il était censé avoir reçue. Et surtout,
cette tristesse inexplicable qu'elle lisait parfois dans ses yeux. « Tu penses à quoi quand tu as cet air mélancolique ?» lui demandait-elle. « Je ne sais pas, » répondait-il sincèrement. « J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, mais je ne me souviens pas quoi. » 5 ans plus tard, l'empire de l'âtre prospérait sous la gestion apparente de Guillaume. En réalité dirigée par Madeleine, qui tirait toutes les ficelles, elle avait créé le parfait héritier, intelligent mais docile, charmant mais contrôlable. Bientôt le mariage, annonça-t-elle un matin au petit déjeuner. Il est temps de consolider notre position. Guillaume hocha la tête avec cette obéissance qui caractérisait tous ses gestes. Quelque part dans son cerveau chimiquement altéré, Marc Valois continuait d'exister, enfermé derrière des murailles pharmacologiques que Madeleine renforçait chaque jour. Mais les murailles, même les plus solides, finissent parfois par présenter des fissures, et il suffira d'une chanson, d'une berceuse fredonnée par une femme aux yeux de saphir, pour que tout l'édifice de mensonges commence à s'effriter. Le destin préparait déjà la rencontre qui changerait tout, le lendemain de sa découverte troublante concernant Solange. Claire arriva à la bijouterie avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à retourner dans sa tête les paroles étranges de sa voisine. « Laissez les morts en paix ». Ces mots résonnaient dans son esprit comme un avertissement. « Bonjour. »« Ma belle », lança Monsieur Dubois en ajustant ses lunettes. « Tu as l'air fatiguée, tout va bien. Juste une petite insomnie. » mentit Claire en nouant son tablier. Elle commença sa routine matinale, mais ses pensées étaient ailleurs. Pendant sa pause déjeuner, elle se dirigea vers l'ordinateur du bureau et tapa discrètement « Guillaume Delattre fiançailles » dans le moteur de recherche. Les résultats la frappèrent comme une gifle. Le magnate de la finance Guillaume Delattre annonce ses fiançailles avec mademoiselle Camille Védrine. Fille de l'influente femme d'affaires Madeleine Védrine, la photo accompagnant l'article montrait Marc, Guillaume, souriant aux côtés d'une jeune femme blonde élégante. Mais ce qui attira l'attention de Claire, c'était l'expression dans ses yeux. Cette tristesse voilée qu'elle connaissait si bien. « Madeleine Védrine », murmura-t-elle en cliquant sur d'autres articles. Cette femme apparaissait partout, propriétaire de plusieurs cliniques privées, investisseuse dans le secteur pharmaceutique, proche conseillère de Guillaume Delattre. Les photos la montraient toujours près de lui, une main possessive posée sur son bras. Quelque chose d'intéressant. Claire sursauta. Solange se tenait derrière elle, son seau à la main, mais son regard était fixé sur l'écran. Je regardais juste l'actualité, bégaya Claire en fermant rapidement la page. L'actualité financière? Depuis quand tu t'intéresses à ça? Le ton de Solange était étrangement tendu. Depuis jamais, j'étais juste curieuse. Solange s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Claire. Ma chérie, parfois la curiosité peut être dangereuse. Certaines personnes n'aiment pas qu'on fouille dans leurs affaires. De qui tu parles, Solange? De personne en particulier. C'est juste un conseil d'ami. Mais Claire voyait bien que son amie mentait. Ses mains tremblaient légèrement, et elle évitait son regard. Ce soir-là, Claire retrouva Isor qui l'attendait avec des documents imprimés étalés sur la table de la cuisine. « Maman, j'ai trouvé des trucs bizarres sur Internet. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Claire, inquiète de voir sa fille si excitée. « J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Guillaume Delattre et sa fiancée. Regarde ça. » Isor lui tendit une photo de presse. Cette femme, Madeleine Védrine, elle était la maîtresse du vrai Guillaume Delattre. Le vieux monsieur qui est mort il y a 6 ans. Claire examina la photo. Madeleine Védrine était une femme séduisante d'une 50aine d'années, aux traits fins mais durs. Quelque chose dans son regard la mettait mal à l'aise. Et regarde ça. Maman, j'ai trouvé l'avis de décès du vrai Guillaume Delattre. Il est mort exactement 6 mois avant l'accident de papa. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu veux dire que ce n'est pas une coïncidence? Cette femme perd son riche amant, et 6 mois plus tard, un homme qui ressemble exactement à papa apparaît sous le nom de Guillaume Delattre Junior. La logique implacable de sa fille adolescente frappa Claire de plein fouet. Les coïncidences étaient effectivement trop nombreuses. Il y a autre chose. Maman, j'ai regardé toutes les photos de Guillaume Delattre Junior depuis 6 ans. Sur les premières, il a l'air, perdu, comme s'il ne savait pas trop où il était, et regarde ses yeux. Isor lui montra une série de photos chronologiques. Effectivement, sur les premières images, Marc, Guillaume, semblait désorienté, presque fragile. Au fil des années, il paraissait plus assuré, mais cette tristesse dans le regard n'avait jamais disparu.
Ma chérie, tu es brillante, murmura Claire en serrant sa fille contre elle. Mais si tu as raison, cela veut dire que quelqu'un a délibérément effacé la mémoire de ton père, c'est criminel, termina Isor. Oui, maman. Et si on ne fait rien, papa va épouser cette fille sans même savoir qui il est vraiment. Cette nuit-là, Claire resta éveillée à réfléchir. Comment approcher Marc sans éveiller les soupçons? Comment prouver son identité? Et surtout, comment le faire sans mettre Isor en danger? Le lendemain matin, Solange arriva en retard à la bijouterie, ce qui ne lui ressemblait pas. Quand elle se présenta enfin, Claire remarqua immédiatement ses yeux rougis et ses mains qui tremblaient. « Solange, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, juste une mauvaise nuit. »« Tu mens ?» Claire ferma la porte du bureau et se planta devant son amie. « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu sais sur Guillaume Delattre ?» Solange pâlit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu travailles ici depuis des années. Tu nettoies tous les bureaux de la ville. Tu sais des choses que tu ne dis pas. Claire, arrête. Tu te fais des idées. » « Non !» Claire éleva la voix. « Hier, tu m'as dit de laisser les morts en paix. Comment tu pouvais savoir que je m'intéressais à Marc ?» Solange s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « Je ne peux pas. Si je parle. Il. Il quoi? Qui ça? Il. Tu ne comprends pas, Claire. Il y a des gens très puissants impliqués là-dedans. Des gens qui n'hésiteront pas à faire du mal à Isor si tu continues à fouiner. » Le sang de Claire se glaça. « Tu me menaces? » « Non. Je t'avertis, écoute-moi bien. Oublie Guillaume Delattre. Oublie Marc. Vis ta vie avec ta fille et ne pose plus de questions. Et si je refuse ?» Solange leva vers elle des yeux emplis de larmes. « Alors tu signeras votre arrêt de mort à toutes les deux. » Cette révélation changea tout. Claire comprit qu'elle et Isor étaient surveillés. Probablement depuis qu'elle avait reconnu Marc à la bijouterie. Mais par qui? Et comment Solange était-elle impliquée dans cette histoire? En rentrant chez elle ce soir-là, Claire remarqua une voiture noire garée en face de son immeuble. Quand elle ressortit 1 heure plus tard pour acheter du pain, la voiture était toujours là, avec une silhouette à peine visible derrière le volant. « Maman, il y a quelqu'un qui nous observe ?» demanda Isor en jetant un coup d'œil par la fenêtre du salon. « Je crois, ma chérie, il faut qu'on soit très prudente maintenant. Mais on ne va pas abandonner papa. » Claire regarda sa fille. Cette petite guerrière de 14 ans qui était prête à tout pour retrouver son père. Non, on n'abandonne pas, mais on va devoir être plus intelligente qu'eux, cette nuit-là. Elles élaborèrent un plan. Isor, avec ses talents d'adolescente connectée, allait continuer ses recherches depuis les ordinateurs du collège. Claire, elle, allait essayer de découvrir ce que savait vraiment Solange. Et si on allait voir papa directement, proposa Isor. C'est trop dangereux. S'ils nous surveillent, ils sauront immédiatement qu'on l'a approché. Alors comment on fait? Claire réfléchit un moment. Il faut qu'on trouve un moyen de le voir sans qu'il s'en rende compte. Un endroit public où notre présence paraîtrait naturelle. Le lendemain, en feuilletant le journal local, Isor poussa un cri de joie. « Maman, regarde, Guillaume Delattre inaugure une nouvelle galerie d'art samedi prochain. C'est ouvert au public. » Claire examina l'annonce. Effectivement, l'inauguration de la Galerie Lumière était présentée comme un événement culturel ouvert à tous. L'occasion parfaite d'observer Marc de près sans éveiller les soupçons. « Tu es géniale, ma puce. On va pouvoir le voir et peut-être même lui parler. Et s'il nous reconnaît, alors on saura que notre intuition était bonne. Et s'il ne nous reconnaît pas, » Claire soupira, « on trouvera un autre moyen. » Le vendredi soir, en préparant leurs vêtements pour l'inauguration, Claire sentit un mélange d'excitation et de terreur l'envahir. Dans moins de 24 heures, elle reverrait l'homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde. L'homme qui était le père de sa fille et qui ne se souvenait plus de leur existence, maman. Isor apparut dans l'encadrement de la porte, tenant une vieille photo de famille. « Tu crois qu'on va vraiment récupérer papa ?» Claire prit sa fille dans ses bras et regarda la photo. Marc, elle et Isor bébé, souriant dans leur ancien appartement, une famille unie que quelqu'un avait délibérément détruite. « Oui, ma chérie, je te le promets, on va le ramener à la maison. » Mais au fond d'elle-même, Claire se demandait si l'homme qu'elles allaient avoir le lendemain était encore capable de se souvenir de l'amour qu'ils avaient à partager, ou si Marc Valois était définitivement mort, remplacé par cette marionnette dorée qu'était Guillaume Delattre,
Le samedi matin de l'inauguration, Claire se réveilla avec un nœud dans l'estomac. Elle avait à peine fermé l'œil, ressassant 1000 scénarios possibles pour cette rencontre avec Marc. Isor, elle, était déjà debout, fouillant dans sa garde-robe pour trouver la tenue parfaite. « Maman, tu crois qu'il faut que je me fasse belle pour que papa me reconnaisse ?» Claire sentit son cœur se serrer. « Ma chérie, tu es déjà la plus belle fille du monde. Si ton père ne te reconnaît pas, ce ne sera pas à cause de ton apparence. » Mais au moment de partir, Monsieur Dubois appela Claire en urgence. Un problème d'assurance nécessitait sa présence immédiate à la bijouterie. « Vas-y sans moi, ma puce, » dit Claire, dépitée. « On se retrouve là-bas dans 1 heure. Mais maman, ça va aller. Reste discrète. Observe-le. Et on se retrouve devant la galerie à 15 heures. » Isor partit à contre-cœur, laissant Claire se précipiter vers la bijouterie impériale. Monsieur Dubois l'accueillit avec un air embarrassé. « Claire, ma chère, je suis désolée de t'avoir dérangée. Finalement, l'expert en assurance ne peut venir que lundi. Tu peux rentrer chez toi. Mais vous m'aviez dit que c'était urgent. »« Oui, oui. Tu as raison, je me suis emballée. Allez, file donc profiter de ton samedi. » Quelque chose dans le comportement de son patron intriguait Claire. Il évitait son regard et semblait nerveux. En partant, elle croisa Solange qui arrivait avec son matériel de nettoyage. « Qu'est-ce que tu fais là un samedi ?» demanda Claire. « Nettoyage spécial. Monsieur Dubois m'a demandé de venir aujourd'hui. » Solange paraissait aussi mal à l'aise que leur patron. Une intuition soudaine traversa l'esprit de Claire. Et si cette urgence factice n'était qu'un prétexte pour l'éloigner de l'inauguration, pour l'empêcher de voir Marc? « Solange, dis-moi la vérité. Qui t'a demandé de me retenir ici ? » « Personne. Tu deviens paranoïaque, Claire. » Mais Claire n'était pas dupe. Elle fit mine de partir, puis revint discrètement par l'entrée de service. Cachée derrière la porte du bureau, elle entendit Solange téléphoner. « C'est fait. Elle ne pourra pas aller à l'inauguration. Non, elle ne soupçonne rien. Oui, Madame Védrine, je comprends. Madeleine Védrine. » Claire sentit son sang se glacer. Solange travaillait donc directement pour cette femme qui contrôlait Marc. Mais pourquoi ? Claire attendit que Solange raccroche et sorte du bureau, puis elle se glissa à l'intérieur. Il fallait qu'elle trouve quelque chose, n'importe quoi qui puisse l'aider à comprendre. C'est en cherchant dans le bureau de Monsieur Dubois qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Le petit coffre-fort derrière le tableau, qu'elle avait vu ouvert des dizaines de fois pour ranger les bijoux les plus précieux, semblait différent, plus profond que d'habitude. Prise d'une impulsion, Claire examina l'intérieur du coffre. Ses doigts tâtonnèrent le fond et découvrirent une paroi amovible. Derrière, un compartiment secret contenait une liasse de documents, avec des mains tremblantes. Elle sortit les papiers. Ce qu'elle y découvrit lui coupa le souffle. Des certificats de décès falsifiés au nom de Marc Valois, des analyses ADN truquées confirmant sa mort, des virements bancaires énormes au nom de Monsieur Dubois, signés par Madeleine Védrine, et surtout, un contrat détaillant les services de surveillance et manipulation de Claire Valois et de sa fille Isor. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en lisant les détails atroces. Le document précisait que Solange avait été recrutée pour espionner Claire, que la bijouterie servait de poste d'observation et que Monsieur Dubois recevait une prime mensuelle pour maintenir Claire sous surveillance. Mais le plus terrible était à la fin du contrat, en cas de découverte de la vérité par le sujet, procéder à l'élimination discrète de la mère et de l'enfant. Claire photographia frénétiquement les documents avec son téléphone. Il fallait qu'elle sorte de là immédiatement. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna, le cœur battant. Solange se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage livide. « J'avais oublié mon sac », mentit Claire en cachant les documents derrière son dos. « Ne me mens pas. » Solange s'approcha lentement. « Tu as trouvé le coffre secret, c'est ça ?» Claire recula vers le mur, prise au piège. « Solange, pourquoi ? Pourquoi tu nous as trahis ?» Les yeux de son amie se remplirent de larmes. « Tu ne comprends pas. Claire, ils ont mon petit-fils. »« Quoi ? Lucas. Mon petit Lucas de 8 ans. » Solange s'effondra sur une chaise. « Madeleine Védrine l'a fait enlever il y a 3 ans. Elle me l'a montré dans une de ses cliniques. Sain et sauf, mais prisonnier. Si je n'obéis pas à ses ordres, si je ne te surveille pas, elle le tuera. » Claire sentit sa colère se transformer en compassion. « Oh Solange,
Ils m'ont dit que tu étais dangereuse, que tu voulais détruire la nouvelle vie de Guillaume. Ils m'ont dit que si je t'aidais à l'oublier, tout le monde serait en sécurité, même toi. Mais tu sais bien que Guillaume est Marc, tu le sais. Solange hocha misérablement la tête. Oui, je le sais. Dès que je l'ai vu à la télévision, j'ai reconnu ton mari. Mais que veux-tu que je fasse? Mon petit-fils. Claire s'agenouilla devant son ami et prit ses mains dans les siennes. Solange, écoute-moi. Si on ne fait rien, Marc restera prisonnier pour toujours. Et rien ne garantit que Madeleine libérera Lucas. Les gens comme elle ne tiennent jamais leurs promesses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se bat? Ensemble. Claire lui montra les documents. Avec ça, on a des preuves. Il faut qu'on aille chercher nos enfants et qu'on expose la vérité. Solange hésita un long moment, puis elle sembla prendre une décision. Il y a autre chose que tu dois savoir. Madeleine administre à Guillaume des médicaments tous les jours dans son café du matin. C'est pour ça qu'il ne récupère pas ses souvenirs. Quel genre de médicaments? Des suppresseurs de mémoire. J'ai vu les flacons quand je nettoyais son bureau. Mais Claire, si on arrête les médicaments brutalement, ça pourrait le tuer. Claire sentit un espoir immense l'envahir. Tu pourrais les remplacer par autre chose, graduellement. Peut-être. Les flacons sont étiquetés. Je pourrais diluer les doses petit à petit. Mais c'est très risqué. Pour Lucas et pour Marc, il faut qu'on prenne ce risque. Solange regarda longuement Claire, puis elle hocha la tête avec détermination. D'accord, mais il faut qu'on soit très prudente. Madeleine a des espions partout. Comment on fait pour communiquer sans qu'ils s'en rendent compte? J'ai une idée. Tu connais le vieux café de Madame Rosalie, près du marché aux fleurs? Elle me fait confiance. On pourrait se retrouver là-bas. Claire consulta sa montre. 15h30, Isor l'attendait depuis une demi-heure devant la galerie. Il faut que j'aille chercher ma fille. Elle est seule à l'inauguration. Claire, attention, si Madeleine découvre qu'Isor est là-bas, elle ne découvrira rien. On va juste regarder et partir. Mais en sortant de la bijouterie, Claire vit la même voiture noire que les jours précédents démarrer et la suivre à distance. Il savait qu'elle avait découvert le coffre secret. Le piège se refermait autour d'elle, en arrivant devant la galerie Lumière. Claire chercha désespérément Isor dans la foule élégante qui se pressait à l'entrée. Pas de trace de sa fille. Son sang ne fit qu'un tour. Un homme en costume sombre s'approcha d'elle. « Madame Valois, Mademoiselle Védrine souhaiterait vous parler. Votre fille vous attend. » Claire sentit ses jambes se dérober. Ils avaient Isor. Où est-elle? En sécurité pour le moment? Suivez-moi, s'il vous plaît. Claire n'avait pas le choix. En montant dans la voiture noire, elle pensa aux documents qu'elle avait photographiés. Si elle ne revenait pas, au moins la vérité pourrait survivre. Mais pour l'instant, la seule chose qui comptait était de retrouver sa fille vivante. La voiture démarra en direction des quartiers résidentiels de Lyon, vers un affrontement que Claire pressentait décisif. Dans quelques minutes, elle allait enfin rencontrer la femme qui avait détruit sa famille, et cette fois, elle n'avait plus rien à perdre. La mansion Védrine se dressait dans le quartier huppé de Lyon, comme une forteresse moderne. Claire fut escortée à travers des couloirs, aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain, ses pas résonnant sur le marbre blanc. Chaque détail respirait l'opulence et le pouvoir. « Maman ?» La voix d'Isor résonna depuis un salon adjacent. Claire se précipita et trouva sa fille assise dans un fauteuil en cuir, apparemment indemne mais visiblement secouée. « Ma chérie, ça va. Ils ne t'ont pas fait de mal. »« Non, ils ont juste dit qu'ils voulaient te parler. » Isor se blottit contre sa mère. « Maman, j'ai vu papa. Il était là, à l'inauguration. Mais il avait l'air différent, vide. Touchante réunion. » Claire se retourna. Madeleine Védrine venait d'entrer, élégante dans un tailleur noir, ses cheveux gris parfaitement coiffés. À 55 ans, elle dégageait une autorité glaciale qui fit frissonner Claire. « Madame Valois, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Rendez-nous notre liberté. Nous n'avons rien fait de mal. » Au contraire, Madeleine s'installa en face d'elle, croisant élégamment les jambes. « Vous fouinez dans des affaires qui ne vous regardent pas. Cela devient très ennuyeux. Marc est mon mari. Marc Valois est mort il y a 7 ans. L'homme que vous avez vu s'appelle Guillaume Delattre, et il est mon beau-fils. » Isor se redressa brusquement. « Vous mentez? C'est notre papa? Petite sotte. » Le regard de Madeleine se durcit. « Votre père était un homme ordinaire qui vivait une vie médiocre. Guillaume est un empire.
Pourquoi voudriez-vous le ramener dans votre misère ?» Claire sentit la rage monter en elle. « Parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime aussi, même si vous lui avez volé ses souvenirs. L'amour !» Madeleine eut un rire dédaigneux. « Quelle notion romantique et inutile ! Guillaume a maintenant tout ce qu'un homme peut désirer. Richesse, pouvoir, une épouse parfaite. Pourquoi troubler ce bonheur ? Parce que c'est basé sur des mensonges. Tous les bonheurs le sont, Madame Valois. La différence, c'est que j'ai les moyens de maintenir mes mensonges. » Pendant cette conversation, Isor observait discrètement la pièce. Son regard s'arrêta sur une série de photos posées sur une console, Guillaume à différents âges. Mais elle remarqua quelque chose d'étrange, sur les photos les plus récentes. Il portait parfois une alliance à la main droite, exactement comme son père l'avait toujours fait. « Pourquoi vous nous gardez ici ?» demanda Claire. « Qu'est-ce que vous voulez ? Vous proposez un marché ?» Madeleine se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur un jardin immaculé. « Vous disparaissez ? Vous et votre fille, je vous offre une nouvelle vie dans le sud de la France, une maison, de l'argent, tout ce qu'il faut pour recommencer. Et en échange, vous n'approchez plus jamais Guillaume, vous signez des documents attestant que vous renoncez à toute revendication sur son passé. » Claire serra la main d'Isor. « Et si on refuse ?» Le sourire de Madeleine se fit glacial. « Alors vous rejoindrez définitivement votre mari dans la mort. Cette fois, il n'y aura pas de faux certificats. » Pendant ce temps, dans les bureaux de Delattre Industries, Guillaume travaillait dans son bureau aux baies vitrées donnant sur Lyon, quand une migraine violente le frappa soudain. Ses maux de tête étaient de plus en plus fréquents, accompagnés d'images floues qui dansaient devant ses yeux, une femme aux cheveux châtains qui riait, une petite fille qui courait vers lui en criant « Papa !», une cuisine modeste où flottait une odeur de café et de bonheur simple. Monsieur Delattre, sa secrétaire, inquiète, était entrée sans frapper. « Vous allez bien ?»« Oui, oui, juste une petite fatigue. » Mais Guillaume mentait depuis quelques jours, ses visions étaient de plus en plus nettes. Et ce matin, chose étrange, Madeleine avait oublié de lui apporter son café habituel, le breuvage qu'il buvait religieusement chaque matin depuis des années. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Quelque part là-dedans, une voix lui murmurait qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel. Mais quoi ? Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Mon chéri, maman organise une réception ce soir pour nos fiançailles. J'ai hâte de te voir. » Guillaume contempla le message sans joie. Camille était parfaite, belle, intelligente, issue du même milieu que lui. Alors pourquoi ressentait-il cette étrange mélancolie quand il pensait à leur mariage, dans la mansion Védrine ? « Maman n'est toujours pas rentrée ?» fit remarquer Camille en rejoignant Guillaume au salon. « C'est bizarre, elle ne rate jamais nos dîners du samedi. » « Elle a peut-être eu un imprévu ?» Camille s'assit près de son fiancé et remarqua son air préoccupé. « Tu as encore eu des maux de tête ? » ?»« Un peu. Et ces rêves étranges ? » ?»« Camille, est-ce que tu connais ma vie d'avant ? » ?»« D'avant quoi ? D'avant mon accident ? Ta mère dit que j'ai perdu la mémoire, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des trous dans son récit. » Camille fronça les sourcils. C'était vrai que sa mère était toujours évasive quand Guillaume posait des questions sur son passé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Par exemple, pourquoi je n'ai aucune photo d'enfance, aucun ami d'école qui me rende visite, aucun souvenir personnel dans ma chambre ?» Pour la première fois, Camille réalisa que Guillaume avait raison. Toute sa vie semblait avoir commencé 6 ans plus tôt, quand sa mère l'avait présenté comme le fils retrouvé de Guillaume Senior. « Tu penses que maman te cache des choses ? Je ne sais pas, mais j'aimerais comprendre pourquoi j'ai parfois l'impression d'être un étranger dans ma propre vie, au sous-sol de la mansion. » Pendant que Guillaume et Camille dînaient à l'étage, Claire et Isor étaient retenus dans une pièce confortable mais verrouillée. Madeleine leur avait donné jusqu'au lendemain pour réfléchir à sa proposition. « Maman, on ne va pas accepter, hein ?» chuchota Isor. « Jamais, mais il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. » Isor examina la serrure électronique. « C'est un système à code numérique. Si seulement je pouvais deviner. Tu crois que tu peux. Papa m'avait appris quelques trucs sur les serrures électroniques. Il disait que les gens utilisent souvent des dates importantes. » Isor réfléchit. « Essayons la date de naissance de Madeleine, ou celle de sa fille. » Après plusieurs tentatives infructueuses, Isor eut une inspiration. Et si c'était la date de mort du vrai Guillaume Delattre ? Claire lui donna la date qu'elles avaient trouvée dans leurs recherches. Les chiffres s'illuminèrent en vert et la serrure cliqua. « Génial, ma puce !» Elles se glissèrent dans le couloir.
La maison était silencieuse, mais elles entendaient des voix venant du salon principal, en se cachant derrière un pilier. Elles purent voir Guillaume et Camille dîner en tête-à-tête. « C'est lui », murmura Isor, les larmes aux yeux. « C'est vraiment papa. » Claire observa l'homme qu'elle avait aimé. Il semblait plus mince qu'autrefois, plus distant, mais c'était bien Marc, avec cette façon particulière de pencher la tête quand il réfléchissait. Soudain, Guillaume se leva et se dirigea vers la fenêtre, exactement dans leur direction. Claire eut peur qu'il les voie, mais il semblait perdu dans ses pensées. « Guillaume, tu m'inquiètes ?» disait Camille. « Tu es si mélancolique ces derniers temps. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. » Quelqu'un d'important. Qui ça pourrait être? Je ne sais pas. Mais parfois, j'entends une voix de femme qui chante. Une berceuse, je crois. Et cette voix me donne envie de pleurer sans que je comprenne pourquoi. Claire sentit son cœur s'emballer. Il se souvenait de la berceuse qu'elle lui chantait. Quelque part dans son cerveau manipulé, Marc luttait pour revenir à la surface. « Il faut qu'on lui parle », chuchota Isor. « C'est trop dangereux, si Madeleine nous trouve. » Mais Isor avait déjà pris sa décision. Avant que Claire puisse l'arrêter, sa fille sortit de sa cachette et entra dans le salon. « Bonsoir », dit-elle simplement. Guillaume et Camille se retournèrent, surpris. Guillaume regarda fixement Isor, et Claire vit quelque chose vaciller dans ses yeux. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix étrange. « Je m'appelle Isor, Isor Valois. » Elle s'approcha lentement. « Et vous ? Vous êtes mon papa. » Le verre que tenait Guillaume glissa de ses mains et se brisa sur le sol de marbre. Le silence qui suivit la déclaration d'Isor sembla durer une éternité. Guillaume fixait cette adolescente aux yeux bleus si familiers, tandis que des fragments d'images dansèrent dans sa tête comme des papillons affolés. « Votre papa ?» répéta-t-il d'une voix blanche. « Mais c'est impossible. Je n'ai pas d'enfant. »« Si, vous en avez un. » Isor s'approcha encore, les larmes aux yeux. « Je m'appelle Isor Valois. J'ai 14 ans. Et vous êtes Marc Valois, mon père. » Camille se leva brusquement, alarmée. « Guillaume, qui est cet enfant? Comment est-elle entrée ?» Claire ne put rester cachée plus longtemps. Elle entra dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Quand Guillaume la vit, il vacilla et dut s'appuyer contre le mur. Claire. Le nom sortit de ses lèvres comme un souffle, un écho venu du plus profond de son âme. « Oui, Marc. C'est moi, ta femme. »« Non, non, c'est impossible. » Guillaume se prit la tête dans les mains. « Je m'appelle Guillaume Delattre. Je ne vous connais pas. » Mais sa voix tremblait. Et Claire voyait bien qu'une bataille féroce se livrait dans son esprit. Les médicaments luttaient contre les souvenirs qui remontaient à la surface. « Papa, » dit doucement Isor en sortant son téléphone, « regardez cette vidéo. » Elle lui montra l'enregistrement de son 28e anniversaire. Guillaume se figea en voyant son propre visage, plus jeune, souriant dans un appartement modeste qu'il ne reconnaissait pas. « Avec un peu de chance, on sera bientôt 3 dans cette famille, » disait le Marc de la vidéo en levant son verre. Guillaume répéta machinalement le geste, joignant son pouce et son index exactement de la même façon. « Avec un peu de chance, je dis toujours ça. »« Mais pourquoi ? Parce que c'est votre expression favorite, » murmura Claire. Depuis toujours, Camille regardait la scène avec une incrédulité grandissante. « Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Tu connais ces personnes ? Je ne sais pas. » Il se tourna vers Claire, l'implorant du regard. « Qui êtes-vous vraiment ?» Claire s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. « Je suis ta femme, Marc. On s'est rencontrés il y a 16 ans dans une librairie. Tu cherchais un livre sur l'astronomie. Moi, j'étais là pour acheter un roman. Tu m'as dit que les étoiles étaient moins belles que mes yeux. » Guillaume porta instinctivement la main à sa tempe. « Non, arrêtez, ça me fait mal. »« Papa, vous m'avez appris à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or, » continua Isor. « Vous aviez dit que c'était comme voler sans quitter le sol. Et quand j'avais peur du noir, vous chantiez. »« Stop !» Guillaume hurla presque. « Taisez-vous, ma tête va exploser. » C'est à ce moment que Madeleine fit irruption dans le salon, suivie de 2 hommes en costume noir. « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» cracha-t-elle en voyant Claire et Isor. « Comment avez-vous quitté votre chambre ?»« Madeleine. » Guillaume se tourna vers elle, complètement perdu. « Que se passe-t-il ? Ces femmes prétendent me connaître. »
Ce sont des mythomanes, mon chéri. Des femmes déséquilibrées qui s'inventent des histoires avec des hommes riches. Madeleine s'approcha de Guillaume et lui tendit un verre d'eau. « Tenez, buvez ça. Cela calmera vos migraines. » Claire vit que le verre contenait sans doute les médicaments habituels. « Non, Marc, ne buvez pas ça. C'est ce qui vous empêche de vous souvenir. » Guillaume hésita, le verre à mi-chemin de ses lèvres. « Madeleine, qu'y a-t-il dans cette eau ? » « Juste des vitamines, mon chéri. Vous le savez bien. » « Alors, pourquoi ai-je l'impression que ces femmes disent la vérité ?» Guillaume reposa le verre. « Pourquoi cet enfant a-t-elle mes yeux ? Pourquoi cette femme me fait-elle ressentir quelque chose ?» Camille, qui avait assisté à toute la scène en silence, prit soudain la parole. « Maman, depuis quand Guillaume prend-il des vitamines ? Tu ne m'en avais jamais parlé ? Camille, ma chérie, ne te mêle pas de ça. Si, je vais m'en mêler. » Camille se planta devant sa mère. « Ces derniers mois, j'ai remarqué que Guillaume posait de plus en plus de questions sur son passé. Et toi, tu éludais systématiquement. Qu'est-ce que tu lui caches ? Rien du tout. Je le protège. C'est différent. » Le protéger de quoi ? Madeleine regarda tour à tour sa fille. Guillaume et les deux intruses, la situation lui échappait complètement. « De la vérité, » dit Claire avec force. Elle le protège de la vérité sur qui il est vraiment. Guillaume s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. « Je ne comprends plus rien. Depuis des semaines, j'ai des rêves, une femme qui chante, une petite fille qui rit, une cuisine où je me sens chez moi, et maintenant vous êtes là, et ces images deviennent plus nettes. Papa, » murmura Isor en s'agenouillant près de lui, « vous voulez que je vous chante la berceuse, celle que vous chantiez quand j'avais peur. » « Isor, non, » intervint Madeleine. « Guillaume, ne l'écoutez pas. » Mais Guillaume regardait cet enfant avec une intensité nouvelle. « Chante, » dit-il simplement. Isor prit une profonde inspiration et commença à fredonner la mélodie que Claire chantait autrefois à Marc et que Marc chantait ensuite à sa fille. « Dors mon petit ange, sous les étoiles d'argent, papa veille sur toi, tendrement. Demain le soleil brillera et ton sourire l'égalera. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Guillaume se mit à trembler, des larmes coulant sur ses joues. Les barrières chimiques cédaient une à une sous l'assaut de l'émotion pure. « Je connais cette chanson, » murmura-t-il. « Mais comment ?» Claire s'approcha et continua le couplet suivant. « Les rêves danseront dans la nuit, et maman t'aimera toujours. Mon petit cœur, mon petit roi, dors maintenant. Papa est là. Arrêtez !» hurla Madeleine. « Vous allez le tuer. » Ces chocs émotionnels peuvent provoquer des hémorragies cérébrales. Mais Guillaume leva la main pour la faire taire. Des images affluaient maintenant à un rythme effréné. Claire enceinte, rayonnante, Isor bébé dans ses bras, leurs premiers pas ensemble, sa première dent, son premier mot. « Papa, mon Dieu !» souffla-t-il. « Ma petite fille, ma Claire !» Il se leva et tituba vers elle. Claire et Isor se précipitèrent dans ses bras, formant une étreinte déchirante de retrouvailles. « Papa, tu te souviens de nous ?» sanglotait Isor. « Je me souviens, » murmura Marc, car c'était bien Marc maintenant qui parlait. « Je me souviens de tout, l'accident, et puis plus rien. Comment ai-je pu vous oublier ?» Camille regardait la scène avec un mélange de tristesse et de compréhension grandissante. « Maman, qu'as-tu fait ?» Madeleine, acculée, perdit son masque de bienveillance. « J'ai fait ce qui était nécessaire. Guillaume Delattre avait besoin d'un héritier digne de lui, pas un petit vendeur minable qui croupissait dans sa médiocrité. « Tu l'as drogué ?» s'exclama Camille, horrifiée. « Tu as détruit sa famille. J'ai créé un empire. Regarde ce qu'il est devenu. Regarde ce que je vous ai donné à tous les deux. » Marc se détacha lentement de sa famille et fit face à Madeleine. Sa voix était maintenant ferme, portée par une colère froide. « Vous m'avez volé 7 ans de la vie de ma fille. 7 ans où ma femme a cru que j'étais mort. Vous avez détruit 3 existences pour satisfaire votre cupidité. Et alors ?» cracha Madeleine. « Que comptez-vous faire ? Qui vous croira ? Vous êtes officiellement Guillaume Delattre. Votre ancienne identité est morte et enterrée. » Marc sourit, et ce sourire glaça le sang de Madeleine. « Détrompez-vous, j'ai des preuves de tout ce que vous avez fait. » Il sortit son téléphone et montra l'enregistrement qu'il venait de faire de ses aveux. Pendant qu'elle parlait, il avait discrètement filmé toute la scène. « Vous avez avoué vos crimes devant témoins. C'est fini, Madeleine. »
La femme qui avait orchestré tant de manipulations réalisa soudain que sa propre arrogance venait de signer sa perte. Dans sa fureur, elle avait dit trop de choses, révélé trop de secrets. « Non », murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. » Camille s'approcha de sa mère, les yeux emplis de larmes. « Maman, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu détruire l'amour d'une famille? Pour nous? Pour notre avenir? Non, pour toi, uniquement pour toi. » La soirée qui devait célébrer des fiançailles se transformait en confrontation finale, et pour la première fois depuis 7 ans, Marc Valois tenait sa femme et sa fille dans ses bras, tandis que l'empire de mensonges de Madeleine Védrine s'effondrait autour d'elle. La révélation de Marc avait transformé l'atmosphère du salon. Madeleine, acculée, regardait tour à tour l'enregistrement sur le téléphone et les visages accusateurs qui l'entouraient. Son empire de mensonges s'écroulait, mais elle n'était pas femme à capituler sans se battre. « Vous croyez vraiment que cet enregistrement suffira ?» dit-elle avec un rire amer. « J'ai des amis très haut placés, des juges, des procureurs, qui croira l'histoire délirante d'un homme souffrant d'amnésie. Moi, je la crois ?» Tous se tournèrent vers Camille, qui s'était approchée de Marc avec une expression de profonde tristesse. « Guillaume, ou plutôt Marc, pardonnez-moi, je ne savais rien de tout cela. » Marc prit doucement la main de celle qui avait été sa fiancée. « Ce n'est pas votre faute, Camille. Vous êtes autant une victime que nous. Une victime, » explosa Madeleine. « Camille, tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. Cette vie de luxe, cette éducation, ces opportunités. Au prix de quoi, maman? De la destruction d'une famille, du vol d'une identité. » Camille secoua la tête. Dégoûtée, « Tu m'as élevée dans le mensonge. Cet homme que j'aimais, il n'existait même pas vraiment. » Claire, qui tenait toujours Isor contre elle, observait Camille avec compassion. Cette jeune femme découvrait que toute sa vie était basée sur un crime. « Camille, » dit-elle doucement, « vous n'étiez qu'un pion dans le jeu de votre mère, comme nous tous. »« Assez !» hurla Madeleine. « Assez de cette comédie sentimentale. » Elle se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit un pistolet de petit calibre. D'un geste rapide, elle le pointa vers Claire. « Vous allez tous me laisser partir. Et vous, Madame Valois, vous allez détruire cet enregistrement. » Marc se plaça instinctivement devant sa femme et sa fille. « Madeleine, posez cette arme. Il y a déjà eu assez de mal comme ça. » Du mal. Les yeux de Madeleine brillaient d'une lueur démente. « Vous voulez parler de mal? J'ai passé 15 ans de ma vie à chouchouter un vieillard pour hériter de sa fortune. 15 ans d'humiliation, de sourires forcés, de nuits à subir ses caresses répugnantes, et au moment de récolter le fruit de mes sacrifices, j'apprends qu'un bâtard va tout récupérer. Alors vous avez décidé de me tuer, » dit Marc avec amertume. « Non, j'ai décidé de vous utiliser, vous transformer en héritier parfait. C'était génial, jusqu'à ce que cette garce et sa morveuse viennent tout gâcher. » L'arme tremblait dans sa main, pointée vers Claire qui protégeait Isor derrière elle. « Maman, arrête !» supplia Camille. « Tu vas commettre un meurtre. Et alors, crois-tu que ça me dérange après tout ce que j'ai fait ?» C'est à ce moment que Solange apparut dans l'encadrement de la porte. Essoufflée, elle avait réussi à pénétrer dans la propriété par l'entrée de service. « Madame Védrine, lâchez cette arme. » Madeleine se retourna, surprise. « Solange, qu'est-ce que vous foutez ici? Je viens chercher mon petit-fils et empêcher que vous fassiez du mal à Claire et Isor. » Votre petit-fils. Madeleine eut un sourire cruel. « Lucas, il n'est plus dans ma clinique depuis des mois. » « Quoi ?» Solange pâlit. « Il est mort, Solange. Une pneumonie mal soignée. J'ai juste oublié de vous le dire. » Le cri de douleur que poussa Solange glaça le sang de tous les présents. Elle s'effondra contre le chambranle, anéantie par cette révélation atroce. « Vous m'aviez promis. Je vous ai promis ce qu'il fallait pour que vous obéissiez, comme à tous les autres. » La cruauté de Madeleine venait de révéler sa vraie nature. Même Camille regardait sa mère avec horreur. « Comment peux-tu être si monstrueuse ? Parce que c'est nécessaire, dans ce monde. Soit on mange, soit on est mangé. J'ai choisi mon camp il y a longtemps. » Marc profita de cette distraction pour faire un pas vers Madeleine. « C'est fini. »« Madeleine, rendez-vous. »« Jamais. » Elle braqua à nouveau l'arme vers lui. « Si je ne peux pas avoir l'empire de l'âtre, personne ne l'aura. Et surtout pas vous. »
Son doigt se crispa sur la détente, mais Camille se jeta sur elle pour dévier le tir. Le coup partit vers le plafond dans un bruit assourdissant. « Camille, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, t'empêcher de détruire d'autres vies. » Mère et fille luttèrent pour le contrôle de l'arme. Madeleine, plus âgée mais animée par la rage, réussit à repousser Camille, qui tomba lourdement contre une table basse. « Ma propre fille, tu me trahis pour des étrangers. Ces étrangers valent 1000 fois mieux que toi. » Madeleine pointa à nouveau le pistolet, cette fois vers sa propre fille. « Alors meurs avec eux. » Mais Marc avait profité de la bagarre pour se rapprocher. Il bondit sur Madeleine au moment où elle pressait la détente. Le second coup de feu retentit dans la lutte, et tous deux roulèrent au sol. « Marc !» hurla Claire. Pendant un instant terrible, personne ne bougea, puis Marc se releva lentement, indemne. Madeleine, elle, restait immobile sur le marbre froid, une tache rouge s'étendant sous sa poitrine. « Oh mon Dieu !» murmura Camille en se précipitant vers sa mère. Madeleine ouvrit péniblement les yeux, son regard cherchant celui de sa fille. « Camille, je voulais juste nous donner une belle vie. » « Maman, tais-toi, les secours arrivent. »« Non. » Madeleine toussa, et du sang apparut au coin de ses lèvres. « C'est fini, Camille. Pardonne-moi. Maman, s'il te plaît. » Mais Madeleine Védrine rendit son dernier souffle dans les bras de sa fille, emportant avec elle tous ses secrets et sa soif de pouvoir. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Camille pleurait silencieusement, tenant le corps inerte de sa mère. Claire serrait Isor contre elle, encore sous le choc de la violence de la scène. Marc contemplait cette femme qui avait détruit sa famille et fini par se détruire elle-même. Solange, effondrée par la mort de son petit-fils, regardait dans le vide, brisée par des années de chantage et de mensonges. « Il faut appeler la police », dit finalement Marc d'une voix lasse. « Oui », acquiesça Camille en essuyant ses larmes. « Je vais tout leur dire. Tout ce que je sais sur les agissements de ma mère. » Elle se tourna vers Claire et Isor. « Je suis désolée, si désolée pour ce que vous avez enduré. Ce n'était pas votre faute, » répéta Claire. « Vous étiez manipulés autant que nous. Peut-être, mais j'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû voir les incohérences dans l'histoire de Guillaume, de Marc. » Marc s'agenouilla près de Camille. « Vous l'avez aimé sincèrement, ce Guillaume que votre mère avait créé. Il avait quelque chose de moi. Vos sentiments étaient réels, mais ils étaient basés sur un mensonge. Les sentiments ne sont jamais des mensonges, Camille. Ce qui était faux, c'était la situation. » Les sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. La longue nuit d'explications et de témoignages qui les attendait allait être douloureuse. Mais nécessaire, Isor, qui était restée silencieuse depuis la mort de Madeleine, s'approcha timidement de Camille. « Mademoiselle, est-ce que ça va aller ?» Camille regarda cette adolescente qui aurait pu être sa belle-fille dans un autre monde et sourit tristement. « Oui, petite, ça va aller. Vous avez retrouvé votre papa, c'est l'essentiel. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Reconstruire ma vie, apprendre qui je suis vraiment, loin des mensonges de ma mère. » Claire posa une main réconfortante sur l'épaule de Camille. « Si vous avez besoin d'aide, ou juste de parler, vous savez où nous trouver. Merci, vous êtes généreux, après tout ce qu'on vous a fait subir. On a tous été victimes de la même femme, » dit Marc. « Il faut qu'on s'aide mutuellement pour guérir. » Quand la police arriva, suivie de près par les ambulanciers, ils trouvèrent une scène surréaliste. Une famille réunie après 7 ans de séparation, une jeune femme en deuil de sa mère criminelle et une amie fidèle brisée par la découverte de la mort de son petit-fils. La vérité allait enfin éclater au grand jour. Mais pour Marc, Claire et Isor, le plus difficile restait à venir. Apprendre à redevenir une famille après tant d'années de mensonges et de douleurs. 3 mois plus tard, l'automne dorait les feuilles de lion quand Marc sortit enfin du commissariat après sa dernière déposition. L'enquête sur les crimes de Madeleine Védrine touchait à sa fin, révélant un réseau de corruption qui avait ébranlé la haute société lyonnaise, cliniques clandestines, trafic de médicaments expérimentaux, manipulation d'identité, chantage. L'ampleur des activités criminelles de Madeleine avait stupéfié les enquêteurs. Claire et Isor l'attendèrent sur les marches, emmitouflés dans leur manteau d'automne. Ces 3 mois avaient été un étrange mélange de bonheur retrouvé et de reconstruction difficile. Marc récupérait ses souvenirs par bribes, mais certains trous subsistaient,
Séquelles des années de manipulation chimique? Alors, demanda Claire en lui prenant le bras. C'est fini. L'inspecteur Moreau m'a dit que tous les complices de Madeleine ont été arrêtés, y compris le docteur Remond et ses équipes. Marc soupira. Monsieur Dubois aussi, il a tout avoué. Isor fit une grimace. J'ai encore du mal à croire que même le bijoutier était dans le coup. La peur et l'argent, ma puce. Madeleine savait utiliser les deux. Ils marchèrent en silence vers leur nouvelle voiture. Une occasion modeste que Marc avait achetée avec l'argent qu'il avait réussi à récupérer de ses comptes, Guillaume Delattre, avant qu'il ne soit gelé par la justice. « Et Camille ?» demanda Claire. « Des nouvelles ?» Elle témoigne encore. Les avocats de la succession Delattre veulent comprendre exactement comment Madeleine avait falsifié les documents d'héritage. Marc secoua la tête. Cette pauvre fille découvre chaque jour de nouveaux mensonges sur sa vie. Elle va s'en sortir. Je l'espère. Elle a décidé de reprendre ses études de droit pour se spécialiser dans la défense des victimes d'escroquerie, une façon de réparer les dégâts causés par sa mère. Dans son appartement parisien, Camille Védrine rangeait méthodiquement les affaires de sa mère. Chaque objet lui révélait de nouveaux secrets, de nouvelles horreurs. Elle avait découvert des dossiers sur une douzaine d'autres victimes, des hommes et des femmes que Madeleine avait manipulés ou fait chanter au fil des ans. Le plus troublant était un carnet rouge où sa mère avait consigné ses méthodes. Comment repérer les personnalités fragiles? Comment les isoler de leurs proches? Comment les rendre dépendants psychologiquement et chimiquement? Un manuel de prédateur rédigé de sa propre main? Camille referma le carnet avec dégoût et le jeta dans le carton destiné à la police. Demain, elle remettrait tout aux enquêteurs, puis elle partirait pour Londres commencer sa nouvelle vie, loin de l'ombre maléfique de sa mère. Avant de fermer le dernier carton, elle prit une photo qu'elle avait mise de côté, Marc, Claire et Isor, le jour de l'arrestation des complices, souriant timidement devant le commissariat, une famille qui avait survécu à l'impensable. Elle leur devait au moins cela, témoigner pour que justice soit rendue, à Lyon, dans leur petit appartement de la Croix-Rousse. Le soir tombait quand la famille Valois rentra chez elle. Leur appartement paraissait plus chaleureux depuis le retour de Marc, mais l'adaptation n'était pas simple. 15 ans de mariage, puis 7 ans de séparation forcée, ça laisse des traces. « Papa, tu te souviens du jour où on avait fait un pique-nique au parc de la Tête d'Or ?» demanda Isor en se blottissant contre son père sur le canapé. Marc ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire encore fragile. « Tu avais 5 ans, tu portais une robe jaune avec des petites fleurs. Oui, et tu m'avais appris à faire des ricochets sur le lac. Et ta mère avait oublié d'apporter des couverts. Alors, on a mangé les sandwichs avec les doigts. » Le souvenir revenait par fragments, mélange d'images floues et d'émotions intactes. Claire sourit depuis la cuisine, où elle préparait le dîner. Ces moments de retrouvailles étaient précieux, mais elle ne pouvait nier que parfois, elle se sentait étrangère à cet homme qui avait le visage de Marc, mais portait encore parfois les manières de Guillaume. « Maman », Isor avait remarqué son air songeur. « Ça va. Oui, ma chérie. Je réfléchissais juste. » Marc se leva et la rejoignit dans la cuisine. « À quoi tu penses ?» Claire hésita, puis décida d'être honnête. « À nous, à ce qu'on devient. Tu regrettes qu'on soit revenu ?»« Non, jamais. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Mais parfois j'ai l'impression de ne plus te connaître. » C'est cette année, elles nous ont changés tous les deux. Marc prit ses mains dans les siennes. « Je sais, moi aussi, parfois, je me sens perdue, comme si j'étais un puzzle dont il manquerait des pièces. Et si on n'arrivait pas à retrouver ce qu'on avait avant, alors on construira quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais de vrai cette fois. » Ils restèrent ainsi un moment, front contre front, réapprenant à s'aimer. « Les médecins disent que mes souvenirs continueront à revenir, » murmura Marc. « Mais même si certains ne reviennent jamais, j'ai l'essentiel, vous deux. » Le lendemain matin, Solange frappa à leur porte de bonne heure, depuis la mort de son petit-fils. Elle avait beaucoup maigri, vieilli de 10 ans en 3 mois, mais elle tenait à venir les voir régulièrement, comme si leur bonheur retrouvé l'aidait à supporter sa peine. « J'ai des nouvelles » annonça-t-elle en s'asseyant à la table de la cuisine. La police a retrouvé les corps de 3 autres victimes de Madeleine, des gens qui avaient découvert ses activités et qui avaient été éliminés. Claire frissonna. « Mon Dieu, on a eu de la chance. Plus que de la chance, » dit Marc sombrement. « Si Isor n'avait pas été là,
Si elle n'avait pas chanté cette berceuse, il ne faut pas penser à ça, intervint Solange. Vous êtes vivants, ensemble, c'est ce qui compte. Et vous, Solange, comment vous allez? Je survive. L'argent de Madeleine ne me ramènera pas Lucas, mais au moins, je peux lui offrir de belles funérailles. Elle essuya discrètement une larme, et je vais témoigner dans tous les procès, pour que cette femme paie pour tout le mal qu'elle a fait, même dans la mort. Quelques jours plus tard, Marc regardait par la fenêtre de leur appartement quand une idée germait dans son esprit. Il avait récupéré une partie de sa fortune, Guillaume de Lattre, l'argent qui lui revenait légitimement en tant qu'héritier du vrai Guillaume senior. Pas tout, car une grande partie avait été saisie pour dédommager les victimes de Madeleine, mais suffisamment pour changer leur vie. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il ce soir-là pendant le dîner. « Laquelle ?» demanda Claire, intriguée. « Et si on quittait Lyon ? Si on recommençait vraiment à zéro, quelque part où personne ne nous connaît ?» Isor leva la tête de son assiette. « Partir. Mais mes amis ? Le collège ? Tu te feras de nouveaux amis, ma puce. Et nous, on pourra construire quelque chose à nous. Sans les fantômes du passé. » Claire réfléchit. L'idée était séduisante. Lyon était plein de souvenirs douloureux maintenant. Chaque rue leur rappelait soit leur bonheur d'avant, soit le cauchemar récent. Tu penses à quoi comme endroit ? Un petit village, peut-être dans le sud, quelque part où on pourrait monter notre propre affaire. Quel genre d'affaire ? Marc sourit, et Claire reconnut enfin son mari d'autrefois dans ce sourire. Une bijouterie artisanale. Tu as toujours eu du goût pour les belles choses. Et moi, j'ai appris les ficelles du commerce pendant mes années, Guillaume. Qu'est-ce que tu en dis ? Claire sentit son cœur s'emballer. Une nouvelle vie, une vraie nouvelle vie, bâtie ensemble cette fois. Comment on l'appellerait ? J'ai déjà trouvé, dit Isor avec un sourire malicieux. Souvenirs de cristal, parce qu'on va créer de beaux souvenirs, et que les cristaux, ça brille pour l'éternité. Marc et Claire échangèrent un regard ému. Leur fille, cette petite guerrière qui les avait sauvés, venait de trouver le nom parfait pour leur renaissance. Souvenirs de cristal, répéta Marc. J'adore. Alors c'est décidé, demanda Claire. C'est décidé, confirma Marc en prenant leurs mains dans les siennes. On part créer notre nouvelle histoire. Pour la première fois depuis 7 ans. L'avenir leur appartenait vraiment. 3 ans plus tard, Saint-Rémy-de-Provence. Le soleil de mai caressait doucement la façade ocre de la petite bijouterie artisanale, nichée sur la place du village. Souvenirs de cristal étaient gravés en lettres dorées sur une enseigne de bois clair, et les vitrines scintillaient de 1000 feux sous les créations originales de Claire. À l'intérieur, Marc polissait une alliance en or blanc qu'il venait de terminer, ses gestes précis témoignant de 3 années d'apprentissage passionné. L'art de la joaillerie lui était venu naturellement, comme si ses mains se souvenaient d'une vocation oubliée. « Papa, tu as vu, Madame Dubourg vient de commander 6 bracelets pour le mariage de sa fille », annonça Isor en entrant dans l'atelier. Rayonnante dans sa robe d'été, à 17 ans, elle avait hérité de la beauté de sa mère et de l'intelligence pratique de son père. « Excellente nouvelle, ma puce. Ta mère va être ravie. » Claire apparut justement, sortant de la réserve avec un plateau de bagues qu'elle venait de créer. Ses 3 années en Provence lui avaient rendu sa sérénité. Ses cheveux châtains brillaient de reflets cuivrés, et son sourire avait retrouvé cette joie spontanée qui avait fait craquer Marc 15 ans plus tôt. « Qu'est-ce qui va me ravir ?» demanda-t-elle en embrassant Marc sur la joue. « La commande de Madame Dubourg, 6 bracelets assortis. Mon Dieu, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Le mariage est dans 15 jours. On va t'aider, proposa Isor. Je peux faire les chaînes simples pendant que tu travailles sur les ornements. Marc observait ces 2 femmes avec une tendresse infinie. Ces 3 années avaient été un long processus de guérison et de reconstruction. Les premiers mois à Saint-Rémy avaient été difficiles. Marc retrouvait peu à peu ses souvenirs. Claire apprenait à faire confiance à nouveau, et Isor s'adaptait à sa nouvelle vie loin de Lyon. Mais peu à peu, ils avaient trouvé leur rythme. La bijouterie avait commencé modestement. Dans une petite pièce louée sur la place du village, le bouche à oreille avait fait le reste. Les créations de Claire, mélange de techniques classiques et d'inspiration moderne, séduisaient une clientèle de plus en plus large. « Au fait, » dit Claire, en disposant ses nouvelles créations dans la vitrine. « J'ai reçu une lettre de Camille ce matin. Comment elle va ? S'enquit Marc. Très bien. Elle termine son master en droit des victimes à Londres.
Elle dit qu'elle pense souvent à nous. Camille leur écrivait régulièrement depuis 3 ans. Ces lettres étaient devenues un lien précieux. Le témoignage qu'elle aussi avait réussi à reconstruire sa vie sur des bases solides. « Elle va revenir en France ?» demanda Isor. « Pas tout de suite. Elle a trouvé un stage dans un cabinet qui s'occupe de victimes d'escroquerie. Elle veut se spécialiser dans ce domaine. »« C'est bien, » murmura Marc. Transformer sa douleur en force pour aider les autres. La cloche de la boutique tinta et Solange entra, souriante. Elle leur rendait visite 2 fois par an, ces séjours provençaux étant devenus pour elle des bouffées d'air pur dans une existence encore marquée par le deuil. « Mes chéris, vous avez une mine superbe. » Solange. Isor se précipita dans ses bras. « Comment s'est passé le voyage ?»« Très bien, et regardez-moi cette boutique, elle est encore plus belle que sur les photos. » Solange avait beaucoup changé en 3 ans. La douleur de la perte de Lucas ne la quitterait jamais, mais elle avait trouvé un sens à sa vie en créant une association d'aide aux familles victimes de chantage et d'enlèvement. Les dédommagements obtenus lors du procès de l'affaire Védrine lui permettaient de financer cette œuvre. « Tu restes combien de temps ?» demanda Claire. « 1 semaine, je voulais être là pour... » Elle sourit mystérieusement. « Enfin, vous verrez bien. » Marc et Claire échangèrent un regard intrigué, mais Solange refusa d'en dire plus. Le lendemain soir, la terrasse du petit restaurant où ils dînaient offrait une vue magnifique sur les collines provençales. Marc regardait sa famille, attablée autour de lui. Claire rayonnante dans sa robe bleue, Isor bavardant avec animation, Solange qui souriait tendrement et se sentait enfin complet. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça-t-il soudain. « Encore », plaisanta Isor. « La dernière fois que tu as dit ça, on a déménagé en Provence. » « Non, cette fois c'est différent. » Marc prit la main de Claire. « Claire, est-ce que tu veux bien m'épouser ?» Le silence tomba sur la table. Claire le regardait, interloquée. « Mais, on est déjà mariés ?» Non, Marc Valois était marié à Claire Valois. Mais l'homme que je suis devenu, celui qui a vécu ces 7 années d'enfer et qui renaît chaque jour grâce à vous, cet homme-là n'a jamais eu la chance de t'épouser par amour, en toute conscience. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Marc, je veux qu'on refasse une cérémonie, ici, à Saint-Rémy, devant nos amis, devant Solange qui est notre famille de cœur, devant Isor qui est notre plus beau témoin. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours. « Et je veux te donner la bague que j'ai créée pour toi. » Il ouvrit l'écrin, révélant un anneau d'une beauté saisissante. L'or blanc s'enroulait en spirale délicate autour d'un saphir central, et Marc avait gravé à l'intérieur les premières notes de la berceuse qu'il avait sauvée. « Oh mon Dieu !» souffla Claire. « Elle est magnifique. »« Dis oui, maman !» supplia Isor, les joues rouges d'émotion. « C'est pour ça que tu voulais être là, Solange ?» demanda Claire en se tournant vers son amie. « Cet homme m'a contacté il y a 1 mois pour organiser la surprise. Comment j'aurais pu rater ça ?» Claire regarda l'anneau, puis le visage de Marc. Cet homme qui avait traversé l'enfer et en était revenu, qui avait retrouvé l'amour malgré la manipulation et les drogues, qui construisait chaque jour une nouvelle vie avec elle. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je veux t'épouser, encore et encore et encore. » Marc glissa la bague à son doigt. Et cette fois, le métal chaud sembla sceller un engagement plus profond que jamais. 2 mois plus tard, la petite église de Saint-Rémy était décorée de roses blanches et de lavande. Claire avançait dans l'allée centrale dans une robe simple mais élégante qu'elle avait choisie avec Isor. Pas de voile, pas de fastes inutiles, juste l'essentiel, l'amour. Marc l'attendait devant l'autel, ému jusqu'aux larmes. Isor, superbe dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur pêche, tenait les alliances. Solange, assise au premier rang, pleurait de joie, et dans le fond de l'église, une surprise attendait Claire. Camille était venue de Londres pour assister à leur bonheur. La jeune femme avait tenu à être présente, comme pour fermer définitivement le chapitre douloureux de leur histoire commune. « Mes bien-aimés, » commença le prêtre, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non pas un premier amour, mais un amour qui renaît, un amour plus fort que la séparation, plus profond que l'oubli, plus lumineux que les ténèbres qui ont voulu l'éteindre, quand vint le moment d'échanger les vœux. » Marc prit les mains de Claire et parla du cœur. « Claire, tu as été ma lumière dans l'obscurité, même quand je ne me souvenais plus de ton visage. Tu as été mon ancrage quand je dérivais sans identité. Tu m'as rendu mon nom, ma fille,
Ma vie, je te promets de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier, et de ne jamais oublier la chance que j'ai de t'avoir retrouvée. Claire, la voix tremblante d'émotion, répondit « Marc, tu es l'homme que j'ai aimé à 20 ans, celui que j'ai pleuré pendant 7 ans, et celui que je découvre chaque jour depuis 3 ans. Tu es mes 3 amours en un. Je te promets de t'accompagner dans cette nouvelle vie, de construire avec toi un bonheur plus solide que tout ce qu'on a traversé. » Quand ils s'embrassèrent, l'église entière applaudit. Isaure pleurait de joie, Solange rayonnait, et même Camille souriait, apaisée de voir que l'amour avait triomphé des machinations de sa mère. Le soir, sur la terrasse de leur maison, la fête était finie, les invités repartis, Marc et Claire se retrouvaient seuls sur leur terrasse face aux étoiles. Isaure ayant rejoint ses amis pour prolonger la soirée au village. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Claire, blottie contre l'épaule de son mari. « Oui, je regrette ces 7 années perdues, ces 7 années où je n'ai pas pu voir grandir Isaure, où tu as dû tout affronter seule. Mais sans ces 7 années, on n'aurait jamais découvert à quel point on s'aimait vraiment. Sans cette épreuve, on ne saurait pas qu'on peut survivre à tout. » Marc caressa l'alliance qu'il venait de passer au doigt de Claire. « Tu as raison, et puis, regarde ce qu'on a construit ensemble, cette boutique, cette maison, cette nouvelle vie. On a transformé notre douleur en beauté, comme tes bijoux, » murmura Claire. « Tu prends du métal brut et tu en fais des merveilles. C'est ce qu'on a fait avec notre histoire. On a pris la matière brute de la souffrance, et on en a fait quelque chose de précieux. » Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, regardant les étoiles et parlant de l'avenir. Demain, Isaure passerait son bac. L'année prochaine, elle irait étudier les beaux-arts à Aix-en-Provence. La vie continuait, riche de promesses et de projets. « Marc, » dit Claire au moment où le soleil commençait à pointer. « Oui, merci d'être revenu. Merci de m'avoir attendu. » Dans la boutique Souvenir de cristal, les premières lueurs du jour faisaient scintiller les créations de Claire et Marc. Chaque bijou racontait une histoire d'amour, de perte et de retrouvailles. Mais la plus belle histoire était celle qu'ils écrivaient chaque jour ensemble, une histoire où l'amour véritable triomphe toujours de tous les mensonges.